Bonjour à tous et à toutes, et en particulier aux collégiens de Charlotte Delbo, du collège Charlotte Delbo de Tronget, les élèves des classes de 3e 1 et de 3e 2. Je vous propose de découvrir ensemble notre première leçon virtuelle d'histoire consacrée à la séquence 7 intitulée La France des années noires, la défaite et la collaboration 1940-1944. Quelles sont les dramatiques conséquences de la défaite de juin 1940 pour la France? Ça, c'est la problématique de toute la séquence. Et une petite remarque sur le titre. La France des années noires, ça peut vous paraître assez étrange, mais quand on aura fini d'évoquer ensemble les années 1940-1944, vous verrez bien à quel point elles pouvaient être noires. Ce sont des années extrêmement difficiles. Pendant la Révolution française, quand tout allait mal, au moment de la Terreur, on parlait des années terribles. Eh bien, vous verrez que les années 1940-1944 ont été aussi terribles pour les Français qui l'ont vécu, c'est-à-dire vos arrière-grands-parents. C'est pas si loin que ça dans notre histoire nationale. La démarche est comme d'habitude, hein. Après tout, c'est pas parce qu'on est à distance, vous chez vous et moi chez moi, que l'on doit travailler différemment. Donc on va commencer aujourd'hui par une première séance qui va nous permettre de planter le décor sur le plan spatial. Donc vous l'avez compris, on va bâtir ensemble une carte de la France, un champ de bataille du second conflit mondial. Et puis après, la frise chronologique, l'histoire des arts et les dossiers que vous explorerez, non pas en travail de binôme, hein, vous l'aurez compris vu les circonstances, mais de manière plus individuelle. Mais la démarche reste la même. Pour notre première séance consacrée donc à la France de la défaite et de la collaboration, nous allons donc bâtir la carte de la France des années noires entre 1940 et 1944 et nous poser cette simple problématique. En quoi le territoire métropolitain français porte-t-il les stigmates de la défaite et de l'occupation entre juin 1940 et l'été 1944? Pour les gens qui l'ignoreraient ou qui l'auraient oublié, les stigmates, du grec stigmata, ce sont les plaies ouvertes, saignantes, sanguinolentes, que portait le Christ sur la paume des mains et aussi à l'intérieur des pieds, c'est-à-dire là où le Christ avait été crucifié. Donc les stigmates aujourd'hui, c'est les cicatrices, c'est les plaies ouvertes, les blessures qui sont, comment dire, généralement spectaculaires. Et vous verrez que le territoire français a été blessé par la défaite de 1940. Nous allons construire notre propre carte de la France des années noires, mais il n'est pas interdit de s'inspirer de cartes déjà existantes. Et j'attire votre attention sur la carte de votre manuel, qui n'est pas celui que vous avez pieusement conservé à la maison depuis le début de l'année. Cette carte ne pose pas particulièrement de problème, elle n'est pas trop mal faite, il faut le reconnaître, mais elle est assez caractéristique de ce souci que l'on rencontre dès qu'on parle de la France de l'occupation. Ça concerne la moitié sud du pays qu'on appelle dans la légende la zone libre. Et donc au sud de la France, la moitié sud, hein, à partir de Moulins en fait, à partir du quartier de la Madeleine, et puis jusqu'en Corse. Alors, je vous en supplie de grâce, France libre, c'est une zone libre, pardon, c'est une erreur. Il ne faut pas appeler ce territoire une zone libre, vous comprendrez, je l'espère, bientôt pourquoi. Il vaut mieux parler de zone non occupée. Alors, vous allez me dire, non occupé, libre, c'est pareil.
vous verrez, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et le problème quand on parle de zone libre, c'est qu'assez vite, si on ne fait pas très attention, si on n'est pas très au fait des connaissances historiques, on peut confondre la zone libre, c'est-à-dire la zone non occupée par les Allemands, et puis la France libre, celle du général de Gaulle, celle qui se bat courageusement à l'étranger et qui cherche à chasser les Allemands de France métropolitaine. Donc c'est fâcheux de confondre les deux. Alors, je vous invite à me mettre sur pause quelques instants pour pouvoir regarder plus en détail la carte que vous avez sous les yeux. Alors en fait, si on rentre pas trop dans le détail, on peut considérer que la France est coupée à peu près en deux moitiés. Une grosse moitié dans cette couleur un peu marronasse, un peu ces couleurs un peu étranges là comme toujours, un peu crème, et qui constitue la moitié nord du pays plus le littoral atlantique. C'est ce qu'on appelle la zone occupée par l'Allemagne. Là, la France n'est plus française, très clairement. Et puis donc, ce qu'il ne faut pas appeler, encore une fois, la zone libre, mais la France non occupée, la zone nono, comme on disait parfois à l'époque, c'est-à-dire la moitié sud. Et entre les deux, ce gros trait noir qui serpente, qui ondule tout le long de la frontière entre les deux zones, c'est la frontière interzone que l'on appelle la ligne de démarcation et qui passait par Moulins et le pont Rijsmort qui enjambe l'Allier. Alors si on rentre un peu plus en détail, en dehors de ces deux zones, eh bien, il ne faut pas oublier quelques morceaux de territoire qui ont subi un sort particulier. Si vous regardez au nord de la France, les départements du Nord-Pas-de-Calais en particulier sont signalés comme rattachés au commandement allemand de Bruxelles, c'est-à-dire que ces territoires ne sont plus considérés comme français, mais belges. Enfin belges sous occupation allemande de toute manière. Pareil, les départements, excusez-moi, de l'Alsace et de Lorraine sont redevenus allemands, visiblement, puisqu'ils sont rattachés au Grand Reich, c'est-à-dire que, très clairement, l'Allemagne a pris sa revanche sur 1918. Et puis, le long de la frontière franco-italienne, eh bien, quelques petits territoires, en particulier en Savoie, Nice, sont devenus italiens. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il faut que vous reteniez pour notre séance d'aujourd'hui. Alors, bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont fâchés avec le coloriage, qui n'ont jamais les bons crayons de couleur à portée de main ou qui n'aiment pas colorier, parce que, comme vous allez vous en rendre compte, cette carte est quasi déjà coloriée, puisque c'est une carte en gris foncé, gris moyen, gris clair. Cette carte est déjà, pour ainsi dire, précoloriée. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai pas forcément de gris, c'est pas une couleur très courante dans la palette des crayons de couleur, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, prenez un crayon de papier, tout bêtement, et puis bah, appuyez fort pour avoir un gris foncé, et appuyez moins fort pour avoir un gris clair, tout bêtement. Alors vous l'aurez remarqué, puisque c'est écrit en gros au milieu de la carte, je vais faire apparaître sur mon écran des flèches rouges, et ces flèches rouges ne servent qu'à situer sur la carte les éléments de la légende pour que vous n'en oubliez pas. Donc il ne faut pas les reproduire sur votre carte, sinon à la fin il n'y aura plus que des flèches rouges et ça ne voudra plus rien dire. Alors commençons par le commencement, hein, si vous le voulez bien, et par le démembrement du territoire français de métropole. Donc, en gris foncé, la zone occupée par l'Allemagne nazie.
Ça représente un peu plus de la moitié, presque les 2 tiers du territoire français, donc toute la moitié nord de la France, jusqu'au sud du fleuve de la Loire, et tout le long du littoral atlantique jusqu'à la frontière espagnole. Et si vous vous demandez pourquoi la zone occupée court tout le long du littoral atlantique, eh bien, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Mettez-moi en pause si vous voulez vous donner le temps de la réflexion. Eh bien, en fait, c'est une précaution dont Hitler s'est entouré. Au moment où la guerre contre les Britanniques n'était pas encore gagnée par le Reich, il fallait éviter que les Anglais puissent débarquer sur le territoire français pour combattre les Allemands. Donc le plus simple pour interdire tout débarquement anglais et puis plus tard américain d'ailleurs, quand les Américains rentreront à leur tour en guerre à partir de 1942, eh bien le plus simple c'est d'occuper militairement tout le littoral atlantique. Voilà. Donc le deuxième élément de légende, c'est la zone annexée par l'Allemagne, c'est-à-dire les fameux départements d'Alsace et Lorraine, français avant 1870, devenu allemand en janvier 1871 après la défaite de la France pendant la guerre de 1870, redevenu français à la faveur de l'armistice de Rotonde et du traité de Versailles de 1918 et 1919, mais qui redeviennent allemands en juin 1940 par la volonté de l'ancien combattant de la Première Guerre mondiale Adolf Hitler, qui, comme beaucoup d'Allemands, n'ont pas digéré la défaite de 1918 et n'ont pas accepté que les Lorrains et les Alsaciens, qu'ils considèrent eux véritablement comme des Allemands, retournent à la France. Donc Hitler s'empare de l'Alsace et de la Lorraine et réintègre ce territoire au Grand Reich, comme il l'a fait quelques années avant avec l'Autriche par exemple, ou avec partie de la Tchécoslovaquie, voilà. C'est un peu anecdotique, je vous le signalais tout à l'heure, mais comme la carte l'indique, autant le savoir. Hitler avait l'intention, une fois que la guerre serait gagnée, que le Grand Reich n'aurait plus d'ennemis à combattre en Europe, Hitler avait l'intention de redessiner la carte des pays selon sa fantaisie. Et il avait notamment l'intention de recréer la Flandre, le comté de Flandre tel qu'il existait au Moyen-Âge. Rappelez-vous, quand vous étiez en 5e, par exemple, on a étudié la ville de Bruges, si mes souvenirs sont bons, les draps de laine, etc., là, si vous en souvenez. Eh bien, pour reconstituer le comté de Flandre tel qu'il existait dans ses frontières du Moyen-Âge, eh bien, il fallait prendre le Nord-Pas-de-Calais à la France et l'intégrer à la Belgique. Et c'était l'intention d'Hitler, c'est pour cela qu'on vous signale que les départements du Nord sont zones rattachées au commandement allemand à Bruxelles, en attendant une cession définitive, après traité de paix, à la Belgique. Comme je vous l'indiquais rapidement également tout à l'heure en m'appuyant sur la carte de votre manuel, la France n'a pas été envahie que par l'Allemagne, elle l'a été aussi, mais alors très partiellement, par l'Italie. L'Italie fasciste de Benito Mussolini qui déclare la guerre à la France pour 2 raisons. La première, pour soutenir son allié allemand, pour soutenir Hitler, mais ça c'est vraiment un prétexte parce que Hitler était en train d'envahir la France à lui tout seul et il n'avait pas besoin de l'aide italienne. La vraie raison, c'est que Mussolini a vu là une occasion en or de récupérer des territoires qu'il considérait comme italiens, mais appartenant à la France. Et quand il déclare la guerre le 10 juin à la France, eh bien, la guerre est déjà perdue pour la France et le vautour italien, si je puis dire,
profite de l'occasion pour nettoyer la carcasse française. Sauf que l'armée italienne s'est révélée très faible, même en juin 1940, contre un ennemi français déboussolé. Et en fait, l'Italie n'a pratiquement pas réussi à envahir la France. Les troupes françaises cantonnées le long des Alpes ont très facilement repoussé les Italiens. Et c'est pour ça que Mussolini doit se contenter véritablement de miettes. Pour ce qui concerne la zone occupée par l'Italie fasciste, à mettre en noir, vous voyez que ça représente franchement pas grand-chose. Alors, il est temps de nous pencher maintenant sur le cas de cette zone de cette zone non occupée, qui va donc constituer ce qui reste de France théoriquement indépendante, j'ai bien dit théoriquement indépendante, qui sera dirigée par le maréchal Pétain et qui prendra le nom de l'État français, mais qui sera plus connu sous le nom du régime de Vichy, puisque le maréchal Pétain va installer sa capitale forcément en zone non occupée. Il ne peut plus s'installer à Paris qui est sous contrôle allemand, et il s'installera à Vichy, et je tâcherai de vous expliquer dans une autre séance pourquoi ce curieux choix en apparence de Vichy. Alors, il est temps de nous pencher maintenant sur le cas de cette zone de cette zone non occupée, qui va donc constituer ce qui reste de France théoriquement indépendante, j'ai bien dit théoriquement indépendante, qui sera dirigée par le maréchal Pétain et qui prendra le nom de l'État français, mais qui sera plus connu sous le nom du régime de Vichy, puisque le maréchal Pétain va installer sa capitale forcément en zone non occupée. Il ne peut plus s'installer à Paris qui est sous contrôle allemand, et il s'installera à Vichy, et je tâcherai de vous expliquer dans une autre séance pourquoi ce curieux choix en apparence de Vichy. Petit rappel historique au passage, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire quand on a étudié la Seconde Guerre mondiale, mais ça fait déjà quelque temps, et puis il y avait un flot d'informations tel que vous l'avez peut-être tout simplement oublié. Le 11 novembre 1942, Hitler fait envahir la zone sud, parce qu'on peut aussi l'appeler zone sud, la zone non occupée. Vous avez en haut à gauche de la diapositive une photographie où l'on voit des chars allemands qui défilent dans la ville de Toulouse. L'invasion de la zone sud, de la zone non occupée, a été facilitée par le fait que l'armée française n'existait, pour ainsi dire, plus, et qu'elle n'était évidemment pas en capacité de s'opposer à l'invasion allemande. Et si vous vous demandez pourquoi Hitler choisit d'envahir la zone sud, eh ben, en fait, c'est pas vraiment qu'il avait le choix. Il est obligé de le faire puisque 3 jours auparavant, les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, et qu'à partir du moment où les Américains, qui sont en guerre contre le Troisième Reich depuis le début de l'année 1942, débarquent en Afrique du Nord, Hitler n'a pas le choix, il est obligé de faire occuper le littoral méditerranéen français, sinon les Américains vont débarquer dans le sud de la France dans les semaines qui viennent. Donc il n'a pas le choix. Alors par contre, Hitler, qui, je vous le rappelle, est très soucieux du détail, aurait pu faire envahir la zone occupée, la zone non occupée, pardon. Il aurait pu choisir de la faire envahir le 10 novembre ou le 12, mais il choisit le 11 novembre, histoire de bien humilier la France et de rappeler à la France que sa victoire du 11 novembre 1918, c'est bel et bien du passé. Et que le présent, c'est que la France est vaincue et qu'elle reste entièrement sous la botte allemande. Et je vous le signale, la ligne de démarcation, qui ne sert donc plus à rien,
maintenant il n'y a plus que, en fait, véritablement qu'une seule zone, puisque toute la France est occupée, et bien la ligne de démarcation est pourtant maintenue. À Moulins-sur-Allier, sur le pont Richemort, comme partout ailleurs. On en arrive maintenant à la deuxième partie de notre légende. Eh bien, cette ligne de démarcation qui va être considérée par Hitler comme une sorte de corde passée autour du cou de la France, corde que l'on peut resserrer ou que l'on peut desserrer en fonction des circonstances, et qui traverse, je crois, à travers 16 départements, je ne suis plus tout à fait sûr du nombre, mais peu importe, qui traverse donc la France et la coupe en deux moitiés inégales, et qui passe donc par le pont Richemort à Moulins. Et cette ligne de démarcation, vous le verrez, elle arrête tout. Elle arrête les gens, elle arrête le courrier, elle arrête les marchandises, les denrées agricoles. Elle arrête tout. Elle oppose finalement deux France qui se font face à face d'une certaine manière, hein, la zone occupée, la France occupée et la France non occupée, jusqu'à l'invasion du 11 novembre 1942, qui fait que la ligne de démarcation ne sert plus à rien, mais elle est quand même maintenue parce que Hitler veut absolument humilier les Français jusqu'au bout. Situons, si vous ne l'avez pas encore fait, et nommons la capitale de l'État français du maréchal Pétain, cette France théoriquement souveraine et indépendante, mais qui se révélera être une marionnette entre les mains d'Hitler. Et cette capitale, nous, Jean du Bourbonnais, son nom nous est quand même très familier, puisqu'il s'agit rien moins que de la ville de Vichy, qui se trouve à 45 km à peu près de Tronget par la route. Sur cette carte, nous pouvons situer quelques-uns des principaux maquis de la résistance française, dont je parlerai dans la prochaine séquence, la séquence 8, mais simplement signalons que certaines zones du territoire français échappaient en partie au contrôle de l'occupant, ou au contrôle aussi du régime de Vichy, ce qu'on appelle les maquis. Je vous expliquerai le moment venu de quoi il s'agit. Vous pouvez simplement remarquer que les maquis sont situés pour la plupart, presque exclusivement d'ailleurs, en zone dite non occupée, en zone sud, et que pour la plupart aussi ils sont situés dans des zones, dans des régions plutôt montagneuses, et on verra, donc difficiles d'accès, et on verra que cette géographie des maquis n'est pas due au hasard, mais je vous l'expliquerai le moment venu. Alors, juste une petite remarque, j'ai un problème avec mon scanner en ce qui concerne les maquis. Il a tendance à déformer le figuré, et il se pourrait que sur votre carte, vous n'ayez pas tout à fait le même figuré que sur l'écran. Je vous dirai pas que c'est normal, mais on va faire comme si c'était normal en fait, si vous le voulez bien. Nous abordons un élément assez dramatique de la défaite puis de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, et ça concerne les principaux massacres de civils français, d'otages ou de maquisards, soit par les SS, soit par leurs complices français collaborateurs de la milice de Vichy. Et il serait quasiment impossible de cartographier tous les endroits de France qui ont été martyrisés. Il y en a eu un peu partout, jusque dans le département de l'Allier d'ailleurs. Je vous en ai cartographié quelques-uns, j'ai mis quelques noms, ceux qui sont probablement les plus connus, qui sont restés dans la mémoire collective, à commencer par le massacre d'Oradour-sur-Glane, dans le Limousin,
dont j'aurai l'occasion de vous parler plus tard, mais aussi les pendus de Tulle en Corrèze, mais aussi le massacre des maquisards, des glières, pratiquement dans les Alpes, pratiquement à la frontière avec la Suisse, à droite de la carte, à l'est de la carte plutôt, et puis aussi les fusillés de Châteaubriand dans la région nantaise. Dernier élément à mentionner sur la carte et qui constitue aussi un des stigmates de la défaite et de l'occupation de la France par l'Allemagne, le camp de concentration du Struthof-Natzweiler. Alors, vous entendrez dire, peut-être lirez-vous, que tous les camps de concentration nazis, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, hein, les nazis en ouvraient un peu partout. Rappelez-vous, le plus ancien, ouvert dès octobre 1933 à Dachau, ou Dachau en français, se situait dans la banlieue de Munich, en Bavière. Eh bien, oui, c'est vrai, tous les camps de concentration se situaient en Allemagne nazie, dans le Grand Reich, alors que, je vous le rappelle, les camps d'extermination, eux, se situaient en Pologne occupée. Alors vous allez me dire, mais oui, mais donc il y a une exception, puisque le camp du Struthof-Natzweiler, même s'il a un nom bien allemand, lui se situe en France. Eh ben non, il ne se situe plus en France. Pas à cette époque, puisque quand les nazis construisent le camp de concentration du Struthof-Natzweiler, eh bien ce camp se situe dans le territoire du Grand Reich, puisque l'Alsace a été intégrée, annexée par l'Allemagne nazie. Donc il n'y a pas d'erreur, ce camp-là n'est pas situé en France, à l'époque. Dernier élément à mentionner sur la carte et qui constitue aussi un des stigmates de la défaite et de l'occupation de la France par l'Allemagne, le camp de concentration du Struthof-Natzweiler. Alors, vous entendrez dire, peut-être lirez-vous, que tous les camps de concentration nazis, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, hein, les nazis en ouvraient un peu partout. Rappelez-vous, le plus ancien, ouvert dès octobre 1933 à Dachau, ou Dachau en français, se situait dans la banlieue de Munich, en Bavière. Eh bien, oui, c'est vrai, tous les camps de concentration se situaient en Allemagne nazie, dans le Grand Reich, alors que, je vous le rappelle, les camps d'extermination, eux, se situaient en Pologne occupée. Alors vous allez me dire, mais oui, mais donc il y a une exception, puisque le camp du Struthof-Natzweiler, même s'il a un nom bien allemand, lui se situe en France. Eh ben non, il ne se situe plus en France. Pas à cette époque, puisque quand les nazis construisent le camp de concentration du Struthof-Natzweiler, eh bien ce camp se situe dans le territoire du Grand Reich, puisque l'Alsace a été intégrée, annexée par l'Allemagne nazie. Donc il n'y a pas d'erreur, ce camp-là n'est pas situé en France, à l'époque. Dernier élément de notre légende, là encore un élément dramatique, il s'agit en fait des camps d'internement ou de transit pour juifs, ouverts aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée. Et là, vous verrez que ça sera l'un des stigmates les plus affreux, les plus horribles de la collaboration d'État entre le régime de Vichy, le maréchal Pétain, et le Troisième Reich d'Adolf Hitler. C'est-à-dire que l'on va arrêter massivement, et quand je dis on, malheureusement, ça sera la police et la gendarmerie française pour le compte des nazis. On va arrêter des juifs, français ou étrangers. On va les arrêter en très grand nombre, par famille entière, dans le but de les déporter pour les exterminer dans les camps de la mort, dans les camps d'extermination construits à l'est de l'Europe. Hein. Je vous renvoie à la séquence précédente que nous avons faite en classe. Heureuse époque. À l'époque où on se voyait en direct et en salle 3. Enfin bref, peu importe, refermons la parenthèse. Et donc ces camps d'internement ou de transit, par transit comprenez ces camps temporaires, puisque les familles sont stockées
pour être ensuite expédiés dans des conditions inhumaines, entassés à 70 voire davantage dans des wagons à bestiaux jusqu'au camp de la mort. Eh bien, ces camps d'internement et de transit pour juifs sont gérés donc par les autorités françaises du maréchal Pétain au profit des nazis. Voilà, c'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Donc construisez bien votre carte et surtout n'oubliez pas de la prendre, elle nous servira pour contextualiser le reste de la séquence. Bonne journée à vous. Je répare juste un petit oubli par rapport à la diapo précédente. J'ai oublié de vous faire écrire les noms de Drancy, qui se trouve aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, hein, à l'est de Paris, le fameux 9-3. Drancy, c'est la principale gare qui va acheminer les Juifs déportés de France vers le camp d'Auschwitz. Donc c'est important de connaître ce nom. Et en zone non occupée, le camp des Milles. Alors le camp des Milles, c'est aussi un camp dans lequel la gendarmerie française va enfermer des juifs. Pas au nombre de 1000, hein, ça n'a rien à voir. C'est le nom du hameau qui se trouve dans la banlieue d'Aix-en-Provence, au nord de Marseille.